Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Inspiractu. Je suis très heureux de vous retrouver avec aujourd'hui Philippe Boxeau, auteur de ces deux livres, Les morts ont la parole et Entretien avec un cadavre. Il est auteur, mais il est surtout médecin légiste, un métier que l'on croit connaître puisqu'on le voit dans de nombreuses séries télé et films. Mais vous allez le voir, il véhicule souvent de nombreuses erreurs. Et justement, on se posera la question avec lui, mais pourquoi l'être humain s'intéresse-t-il tant à la mort et au crime? Il n'y a qu'à voir le nombre de séries télé, de films, de documentaires, d'émissions d'enquête criminelle, de polars et maintenant aussi de livres de médecins légistes dont il nous racontera quelques anecdotes. Bonjour Philippe Boxeau. Bonjour Maxime Aubert. Merci beaucoup d'être venu parce que vous venez de Belgique, donc c'est un petit peu loin. Non, c'est pas si loin. Non, en train, c'est 2 heures et une chic, quand les trains sont à l'heure. Une chic. Ouais. Donc on va parler un petit peu belge aussi dans l'émission, je le vois. Vous êtes médecin légiste depuis 30 ans. Vous le dites dans votre premier livre, vous avez écrit 2 livres, donc on va bien sûr en parler. Mais on va surtout parler de sujets de société ensemble. Et surtout évoquer ce métier que vous dites peu connu ou méconnu. En fait, on a l'impression de le connaître parce qu'on le voit partout, dans les séries télé, à la télévision, mais on le connaît peut-être un peu mal et il est peut-être parfois mal représenté. Exactement. En fait, les séries télé aiment beaucoup montrer des légistes et je ne sais pas si vous avez remarqué, en général, où ils sont moches, où ils sont des cathis, où ils sont handicapés. Parce que l'idée, c'est quand même que ce métier-là, on ne le fait pas si on est normal. Hein? Et vous êtes normal? J'espère. Pas sûr. Il faudrait demander à ceux qui me connaissent. Mais clairement, voilà. C'est l'image que la médecine légale a véhiculée pendant longtemps. Et puis on a vu apparaître, dans les séries américaines en premier, de très jolies femmes qui exercent ce métier-là, dont certaines parlent aux morts. Donc elles ne sont quand même pas tout à fait normales non plus, puisqu'elles parlent aux morts. Et puis en France, vous avez eu dernièrement la série Balthazar, avec un Thomas Sisley qui est juste parfait, très beau mec, qui a aussi modifié un peu le concept du médecin légiste. Mais sinon, voilà, on nous imagine plutôt comme des rats de laboratoire qui sont cachés dans notre coin, qui n'aiment pas les gens, ce qui n'est pas du tout le cas. Et c'est assez curieux parce que vous parlez de normalité et finalement, est-ce que l'être humain est normal? Pourquoi on s'intéresse autant à la mort, aux cadavres, aux enquêtes policières? Il y en a dans les séries télé, il y a des polars, il y a des films. La Nuit du 12 césarisé, multi-césarisé cette année. BFM TV, les chaînes d'infos en continu qui font leur chou gras dès qu'il y a un fait divers. Pourquoi on en parle autant? Pourquoi on aime ça? Pourquoi on suit? Et pourquoi on arrive même à écrire des livres qui se vendent très très bien dans votre cas? C'est vrai que les livres se vendent... Tout à fait étonné, parce que l'idée c'était de faire connaître un peu la médecine légale de mon pays, parce qu'elle n'est pas très bien reconnue, parce qu'elle n'est pas très bien représentée, parce que le gouvernement s'en fout, clairement. Et mon idée c'était d'essayer de faire percoler ça à travers le public pour que ça remonte. Ça marche, hein. Le gouvernement vient d'adopter un projet de loi qui permettrait aux instituts de médecine légale d'exister, parce que pour l'instant, ce n'est pas le cas, et d'être financé aussi. Donc c'est vraiment top. Je ne dis pas que c'est mon bouquin qui a réussi à faire ça, mais j'espère qu'il y a concouru. J'espère qu'il y a participé. Alors, on a toujours aimé les histoires de meurtre, mais depuis toujours, ça passionne. Regardez comment Simenon a fonctionné, c'est juste un truc inouï. Donc voilà, c'est quelque chose qui passionne les gens, et la médecine légale derrière interroge énormément parce qu'on touche aux morts. On touche aux morts, c'est-à-dire qu'on touche à quelque chose qui jusqu'ici a toujours été tabou. Et nous sommes les seuls à franchir le tabou puisque nous allons ouvrir le mort. Il n'y a personne d'autre qui fait ça. On va ouvrir le mort pour aller à la recherche des causes de son décès. Et aussi à la recherche du moment où il est mort. C'est les deux choses qui nous intéressent. Et toucher aux morts déjà, c'est un tabou phénoménal, mais en plus l'ouvrir, c'est nuit. Et voilà, je crois que c'est ça qui séduit. Je crois que les gens sont attirés par l'aspect interdit, par l'aspect tabou. Et l'aspect aussi peut-être psychiatrique, psychologique, on aime bien savoir qui sont ces auteurs. Dahmer fait un succès incroyable sur Netflix. On aime aussi s'adapter à ces personnes qui nous font peur parfois, mais aussi qui nous questionnent sur nous-mêmes. On a eu des séries où le meurtrier était le héros qui n'était jamais découvert. C'est une série américaine d'un gars qui fait partie des services de police, des laboratoires de police et qui tue d'autres personnes. Dexter, et il était en tête des parrains à un moment. Donc l'auteur devient agréable. Et je vous avoue que pour connaître beaucoup d'auteurs, forcément j'en ai vu une certaine quantité en 30 ans, c'est pas du tout l'idée qu'on s'en fait. C'est pas le gars qui a une sale gueule, qui est méchant, qui est psychopathe, qui va le psychopathe pervers. Il y en a, hein, il y en a. Mais la plupart du temps, c'est Monsieur Tout-le-Monde. Et c'est Monsieur Tout-le-Monde qui commet un meurtre. Et vous avez presque envie de prendre le gars dans vos bras en disant, mais enfin, écoute, on peut pas lui dire c'est pas grave ce que tu as fait. Non, c'est très grave ce qu'il a fait. Mais la plupart du temps, les auteurs s'en veulent profondément et se disent, si j'avais eu... Si les circonstances n'avaient pas été telles à ce moment-là, aujourd'hui on n'en serait pas là. Et c'est vrai. Et en fait, nous avons tous une capacité de tuer. Il suffit d'être malheureusement dans les bonnes circonstances au bon moment
mais je crois qu'on a tous la possibilité d'être un jour un meurtrier. Est-ce que ça ne sert pas aussi, parce qu'on va le voir, hein, on a des images, d'ailleurs on peut le montrer, parce que je vais vous faire le jeu des 7 erreurs. On va regarder ce que c'est qu'une scène de crime selon les Américains dans les séries télévisées. Alors, là, il y a déjà une faute, mais majeure. Regardez les assises, on ne peut pas, ça c'est une chose. Mais au-delà de ça, et beaucoup plus important, regardez comment ils sont habillés. Alors, si vous regardez la série américaine, les séries américaines sont habillées comme tout le monde, enfin, plus cher que tout le monde, hein, à mon avis, mais ils sont habillés comme tout le monde, alors que nous, on a des combinaisons blanches, absolument hideuses, on dirait des sacs, dans lesquels on ne nous reconnaît pas. Moi, je reconnais les lunettes des gens quand on est en scène de crime, parce que vous ne sauriez pas reconnaître quelqu'un à sa silhouette. Il n'y a plus de silhouette. C'est un gros sac, c'est pas beau, c'est pas télégénique. Donc, effectivement, ils font la faute. Et c'est une faute fondamentale. Ça, si je fais ça en débarquant sur une scène de crime, en fait, je commets une faute professionnelle. Oui. Voilà. Et qui peut être un problème dans la judiciarisation de l'affaire. Ici, je vais amener des fibres. Donc, ce qu'on fait quand on a un cadavre, comme il y a un cadavre qui est là au sol, c'est on va prélever sur le corps les différentes traces qui peuvent s'y trouver. Des traces, c'est des cheveux, des poils, des fibres de vêtements, des fibres synthétiques, des traces de sperme, des traces de sang, des traces de salive. Par exemple, il y en a d'autres, mais pour être clair, et pas exhaustif, sinon c'est trop long, eh bien, toutes ces traces, on va les relever. S'il est habillé comme ça, il va venir en déposer en plus. Que ce n'est pas lui qui l'a déposé ou qui me dit qu'il ne va pas partir avec une trace essentielle. C'est déjà arrivé. Alors aujourd'hui, on a une scène de crime en France, en Belgique et partout dans le monde d'ailleurs en fait, où on est habillé comme des sacs, mais au moins on protège la scène de crime et il ne pourra pas nous être reproché soit d'avoir amené un élément, soit d'avoir distrait un élément de la scène de crime. Et comment c'est perçu du coup? Parce que j'imagine que les gens qui vous attendent sur des scènes de crime, parfois c'est la famille, parfois c'est les voisins, quand ils vous voient débarquer, ils sont un peu déçus, non? Ils s'attendaient à des stars américaines. Ah, alors ça, j'ai un copain, ils ont des bagnoles là-bas, c'est des Hummers. Tu vois, c'est des belles bagnoles, hein. Ça bouffe à mort, c'est pas écolo pour 2 balles, mais c'est des Hummers. Et il y a une dame qui se fait cambrioler, je me rappelle cette histoire-là, elle se fait cambrioler, la police arrive, lui dit écoutez, touchez à rien, le labo va arriver. Et la dame réserve devant chez elle, mais une place pour un bus, quoi. elle pense au Hummer, elle pense à la série américaine, une place pour un bus. Et elle voit arriver mon pote, mais lui il est dans une petite Kangoo, blanche. Et il veut se garer, il y a une place comme un bus, il est heureux, lui. Il se dit, ça y est, je ne dois pas chercher, surtout je ne vais pas devoir porter mon matériel pendant 1,5 km. Donc il est content, il s'installe. Et la dame arrive en courant, non, vous ne mettez pas là, c'est pour le laboratoire. Et lui, mais madame, le laboratoire, c'est moi. Et il voit la tête de la femme, et dépité, ça casse le mythe. il arrive, parce que c'est un type qui a un excellent tempérament, un excellent caractère, il s'est bien marré. Et voilà, c'est le mythe que l'on a, que l'on transpose alors dans la vie courante. On se réjouit de rencontrer les gens qui sont dans les séries. Mais les séries et nous, c'est 2 choses différentes. C'est 2 choses différentes. Alors on l'a vu sur la scène de crime, évidemment, on va passer sur cette information, mais sur aussi le taux de réussite de ces enquêteurs. Dans ces séries-là, c'est quasiment 100% de réussite. À chaque fin d'épisode, on sait qui est le tueur. Est-ce que ça participe pas aussi à mettre dans l'idée de la société que finalement, on vous déconseille de faire un meurtre puisqu'on vous retrouvera quoi qu'il arrive, ce qui n'est pas tout à fait vrai. En fait, on n'a pas constaté que le taux de meurtre avait chuté en raison des séries. Ce qui est marrant aussi, dans les séries, c'est de voir que dans les séries où on travaille sur les traces, tout ce qui est les experts, les traces donnent toujours quelque chose. Et dans la série comme Criminal Minds, donc Esprit criminel, quand vous regardez la série, de temps en temps, ils parlent des experts et ils disent « ouais, le labo n'a rien trouvé ». Donc, en fonction de la série, forcément, on va trouver en fonction de ce que la série promeut. Et des personnages. Et des personnages, soit les traces, soit le contexte intellectuel d'un individu, le profiling. Et voilà, on est dans ce concept-là. Les enquêtes ne fonctionnent pas comme ça. Sur 30 ans, j'en ai connu 3 qui se sont résolus grâce aux microtraces. C'était 3 où on a pu dire à l'auteur, écoutez, vous nous mentez, on a vos traces sur la scène de crime. On sait que c'est vous. Le gars n'est pas en aveu, on va en cour d'assises. Avec cet élément-là, démonstratif. Et moi, j'arrive en cour d'assises, et je me dis, est-ce qu'ils vont comprendre? Les jurés, comment ça va passer? Et les juges aussi, parce qu'ils ne sont pas scientifiques. Comment ça va passer? Eh bien, ça a super bien passé. Ils ont accueilli ma déposition avec une ouverture d'esprit énorme. Pourquoi? Parce que les séries les avaient préparées. Et donc, je suis arrivé, non pas dans un terrain qui était vierge, où personne ne connaissait rien, mais dans un terrain où ils connaissaient beaucoup de choses tronquées, malheureusement, par la télé, mais beaucoup de choses. Et donc, quand j'ai parlé de microtraces, tout le monde savait ce que c'était.
Quand j'ai dit ce sont des traces, mais la combinaison des fibres, parce qu'on avait, en fait, dans le jeans du bonhomme, on avait deux fibres différentes qui s'entrelaçaient, de manière telle qu'il était pratiquement impossible de retrouver la même solution chez quelqu'un d'autre. Donc on était sûr que c'était lui. Et ça, ils ont compris. Et le gars a été condamné, il n'est toujours pas en aveu. Mais donc ça a un impact, Mais par exemple, si on regarde les chiffres en France, par exemple, je me suis intéressé à ça, si on regarde en 2020 par exemple, 850 meurtres sont recensés, alors on sait qu'il y a des personnes qui disparaissent et on ne retrouve jamais les corps, donc pas de corps, pas de meurtre, mais 850 en moyenne, c'est à peu près la même chose sur les années précédentes, il y en a 216 en 2020, c'est 206 l'année d'avant, 214 l'année d'avant, donc c'est à peu près la même quantité à chaque fois qui ne sont pas résolues, on est sur 75%. Oui. Ça veut dire qu'on n'y arrive pas à chaque fois. Non. Vous, dans votre métier, quand c'est un échec, entre guillemets, comment c'est perçu de ne pas trouver la solution? Dans mon métier, ce n'est pas un problème. Parce qu'en fait, mon métier, c'est de déterminer comment une personne meurt et quand elle meurt. Ce n'est pas de trouver l'auteur. Ça, trouver l'auteur, c'est le problème de la criminalistique. Donc, c'est le problème de ceux qui viennent sur la scène de crime relever les traces et les indices. Le problème du légiste, c'est juste d'identifier la cause du décès. Donc, c'est de dire, c'est une mort violente et elle est effectivement due à l'intervention d'un tiers. Il ne peut pas s'agir d'un suicide ni d'un accident. C'est ça le but du légiste, et de tenter de déterminer à quel moment le meurtre a été commis. Donc notre but sort un peu de là. Et la plupart du temps d'ailleurs, je ne suis pas au courant des suites. Je découvre les suites quand on m'appelle en reconstitution, c'est-à-dire quand on me dit hey, viens un peu, on a l'auteur et il va nous montrer comment il a fait. Il faut que tu nous dises si ça correspond ou pas. Moi j'ai des éléments qui sont strictement objectifs. Je n'ai pas inventé, et ce n'est pas une subjectivité de ma part de dire comment la personne est morte. J'ai les éléments pour le prouver, c'est strictement objectif. Il faut donc que ce que l'auteur, ou le présumé auteur, raconte corresponde à ce que j'ai trouvé. Si ça ne correspond pas, c'est qu'il ment, ou qu'il se trompe, parce qu'il peut aussi se tromper, il ne ment pas nécessairement. Donc voilà, c'est ça mon rôle. Alors, il y a plein de cold cases, plein, ça c'est vrai. Je me souviens d'une affaire où on avait retrouvé un type dans une armoire. Les policiers étaient persuadés que c'était un accident, qu'il était tombé dans l'armoire. Et moi, en fonction des circonstances, je savais qu'on l'avait frappé et projeté dans l'armoire, à cause de la façon dont l'armoire était cassée. Quand on tombe dans l'armoire, on la casse pas à ce point-là. Et donc, je savais que c'était un meurtre. Les policiers, c'était au début de ma carrière, ils ne me croyaient pas. Et 10 ans plus tard, ils arrêtent un bonhomme qui leur dit, écoutez, moi je demande une réduction de peine, ou en tout cas qu'on m'aménage, je vous donne les auteurs du meurtre de la rue machin. Les policiers sont restés là, la bouche ouverte. Ah bon, c'était un meurtre? Boxo avait raison. Ouais. Et effectivement, les auteurs sont passés en cour d'assises. On verra tout à l'heure plein d'anecdotes un peu dans ce style-là, des suicides qui n'en sont pas, des meurtres qui n'en sont pas non plus, parce que ça peut arriver dans l'autre sens. Mais quand même avant, on va quand même parler de vous, de votre métier. On le disait tout à l'heure, les gens se demandent si vous êtes normal ou pas. Alors déjà, au départ, vous avez un point commun avec Marianne James. Je ne sais pas si vous la connaissez. Elle est comédienne, présentatrice télé. Elle voulait être bonne sœur quand elle était petite. Ah ouais? Et finalement, elle est devenue présentatrice télé, chanteuse et comédienne. Vous vouliez être prêtre et finalement, vous êtes médecin légiste. Comment on arrive d'un rêve pareil à une réalité Je voulais être prêtre et j'en avais parlé à mon évêque, l'évêque de mon diocèse. Quand j'étais allé en pèlerinage à Lourdes, il y était aussi, on avait profité pour en parler. Enfin, j'avais profité plutôt pour lui en parler. Et on a parlé une bonne heure, et il m'a dit, écoute, va d'abord faire un petit parcours universitaire, 3 ans, et puis tu reviens. Et j'ai été faire le parcours universitaire 1 an, et puis je suis revenu, en lui disant que, effectivement, je pense que je n'avais pas la foi. Et il me dit, c'est un peu ce que je pensais. Tu aimes bien l'intellect, c'est-à-dire réfléchir à un problème, quel qu'il soit, un problème religieux. Tu aimes bien réfléchir sur l'évangile, tu aimes bien ça. Mais ça, c'est pas la foi. Avec une visée scientifique. Oui. Et de recherche. Pas la foi. Exact. Bon, c'est à peu près. Marianne, c'était plutôt parce qu'elle était tombée amoureuse d'un garçon, mais bon. Ah non, moi, ça va. Filles, non plus. Ouais, ça, je ne suis pas asexué, la question n'est pas là. Mais à l'époque, c'était pas ça le problème. Du tout. Et comment justement, pardon, mais la foi, quelle place elle peut prendre justement quand on est scientifique, quand on va chercher la réponse à tout, et en tout cas parfois même au-delà de la mort, comment est-ce qu'on arrive à accepter, parce qu'il y a des médecins qui ont la foi pour le coup, comment vous l'expliquez vous? Parce que vous dites dans votre premier livre, je crois, j'ai plus la foi et c'est dommage. C'est dommage, parce que le gars qui a la foi, il a une espérance, moi j'en ai pas. Je pense qu'une fois que la mort est là, après il n'y a plus rien. Donc la mort est une finalité. La vie vaut la peine d'être vécue, et peut-être que cette façon de voir les choses me conforte dans l'idée qu'elle vaut la peine d'être vécue dans tous les instants. Et c'est la chance peut-être qu'on a, c'est de mourir un jour, parce qu'on profite vraiment de la vie. Mais la question, elle est beaucoup plus vaste que ça. En fait, Georges Lemaître, c'est l'inventeur de la théorie du Big Bang. C'est un père jésuite, donc c'est un croyant. Et il invente, il trouve, on dit inventer dans ces cas-là. Il trouve le Big Bang. Il disait, la foi, quand on fait de la science, la foi doit rester au vestiaire.
La foi ne doit pas être le bouche-trou de tout ce qu'on ne connaît pas. La foi existe par elle-même, on croit ou on ne croit pas. Saint Paul, dans sa première épître aux Corinthiens, chapitre 13, évoque que la foi est un don de Dieu, on l'a ou on l'a pas. Moi, je ne l'ai pas. Ouais. C'est pas ma faute, je dirais. Mais voilà, elle doit rester au vestiaire. Et surtout, elle ne doit pas servir à combler les failles de notre connaissance. Jamais. Elle existe en tant que telle. Donc, une fois que vous avez appréhendé la foi de cette manière-là, c'est plus un problème. Mais il y a une autre foi que le légiste doit craindre, c'est celle où, en arrivant sur une scène de crime, il pourrait imaginer que les choses se sont produites de telle manière et rester braqué sur son idée. C'est aussi faire un acte de foi, ça. Oui. Parce que ça repose sur rien, ça repose sur une impression. Et une impression, ce n'est pas scientifique. On dit toujours que les policiers doivent avoir du flair, de l'instinct, etc., etc. Ce n'est pas scientifique. C'est vrai que dans une enquête, c'est parfois utile. Mais rester braqué sur une conviction que l'on a au départ ou que l'on voudrait imposer à l'affaire, c'est quelque chose d'hyper dangereux. C'est pour ça que notre métier consiste non pas à avoir une idée préconçue, mais à relever d'abord toutes les traces qu'il y a sur un corps et puis à les interpréter, pas l'inverse. Je ne vais pas sur un corps en me disant on l'a tué comment celui-là? Est-ce qu'il a un trou de balle? Est-ce qu'il a eu des coups de couteau? Est-ce qu'on lui a tapé dessus? Ça, je ne fais pas. Je ramasse, récolter tous les éléments que je peux avoir et puis je les interprète. Et avec une méthode en plus. C'est une méthodologie qu'il faut respecter. Si vous respectez la méthodologie, peu de chances de se tromper. Si vous ne la respectez pas, vous faites un écart, vous n'êtes plus dans la ligne, là, vous partez dans un terrain qui n'est pas connu. Alors, prêtre, on laisse tomber, d'accord, mais ensuite, il y a un choix à faire entre la loi et la médecine, le droit et la médecine. C'est un moment inouï. Ouais. C'est l'évêque qui m'envoie faire des études à l'université, donc j'hésitais entre le droit et la médecine. Je restais facilement de bonne heure, 1 à 2 heures dans le couloir, parce qu'à l'époque, on n'avait pas encore Internet, on écrivait encore en papier. Donc vous aviez des étudiants qui inscrivaient, les étudiants engagés pour faire ça, qui inscrivaient les nouveaux étudiants en écrivant sur des feuilles en papier. Il y avait une fille qui inscrivait pour la médecine, il y a un gars qui inscrivait pour le droit. Et ils arrivaient à tour de rôle, quelqu'un pour la médecine, quelqu'un pour le droit. Moi, je n'arrivais pas à me décider. Alors, je jouais à pile ou face. Je ne sais pas si vous savez, plus vous multipliez les coups à pile ou face, plus vous tombez à 50-50. Oui. C'est une loi statistique normale, sauf si la pièce est truquée. Donc, à un moment, je me dis, bon, merde, là, j'y vais. De toute façon, si je reviens demain, je ne serai pas plus avancé. Le prochain qui vient, j'y vais. La fille et le gars arrivent en même temps. Et le juriste, très poli, laisse passer la fille qui inscrivait pour la médecine. J'ai fait la médecine. Et finalement, aujourd'hui, vous êtes médecin légiste. Ouais. Dans légiste, on entend loi. Ouais. Finalement, le droit n'est pas très très loin de votre métier. Il y a beaucoup d'articles de loi qu'on doit connaître, parce qu'on doit pouvoir les appliquer. On ne doit pas les interpréter au sens juridique du terme, mais on doit au moins savoir ce qu'ils représentent pour pouvoir les appliquer. Oui. Donc c'est une médecine qui tient de la justice, mais qui est en fait un assistant, je dirais, du pouvoir judiciaire. On est leur bras scientifique. Le bras sans lequel ils ne pourront jamais dire comment quelqu'un est mort. Et avec en lien de tout ça, l'éthique. Et je voulais en parler avec vous parce que dans l'actualité, on entend malheureusement de plus en plus souvent des scandales, notamment dans la médecine, notamment dans les études de médecine, sur l'éthique des corps. On sait qu'on peut donner notre corps à la science pour aider les étudiants en médecine à avancer. Et malheureusement, parfois, on entend, et en discutant même avec des amis qui ont fait des études de médecine, c'est quelque chose que l'on sait, assez systémique. Finalement, l'éthique des corps n'est pas toujours respectée. Est-ce que l'humour que vous mettez aussi dans votre livre, l'humour que vous pouvez avoir au travail, c'est pas aussi une façon de mettre de la distance avec la mort qui peut faire peur, mais qui parfois peut avoir des complications? Alors, l'humour, c'est ma nature, donc je ne sais pas faire autrement. Ouais. Voilà. Je me fous jamais du corps. Pas une fois. Gros, maigre, beau, pas beau, je n'en aimais. De toute façon, je n'ai jamais trouvé un mort beau, donc voilà, c'est réglé. Mais jamais, jamais. Et je l'interdis. Si quelqu'un fait ça en salle d'autopsie, il vole dehors. Mais au-delà de ça, l'éthique est un débat qui s'impose, maintenant ça fait 30 ans que je fais de la légale, donc je commence à le voir, qui s'impose depuis un moment. Depuis les années 90, on a vu se développer toute une réflexion éthique par rapport au corps, et notamment par rapport à l'autopsie. Avant, quand on faisait une autopsie, on rendait le corps avec les organes dans un sac, avec les vêtements dans un sac, et tout ouvert, tout déchiqueté, comme on l'avait autopsié. Ça ne posait pas question. Et puis ça a commencé à poser problème. Et dans les années 92-13 en Belgique est apparue une loi où on a été obligé de recoudre le corps. Ils ne l'ont pas dit comme ça. C'est l'article 44 de notre code d'instruction criminelle qui a été modifié. En France, il est arrivé la même chose. On a dit que le corps devait pouvoir être vu par la famille après autopsie. Comment vous voulez qu'on fasse s'il est tout ouvert avec la tête à gauche, les pieds à droite? Donc c'était plus possible. On a commencé à recoudre les corps et on a même changé notre façon d'autopsie en France comme en Belgique.
Avant, quand on autopsiait, on faisait des grandes coupures sur les membres et sur le corps en général, séparées de 2-3 cm pour voir dans la profondeur du tissu s'il y avait des hématomes. Hein. On a arrêté. On a fait une technique qui consiste à enlever la peau. Donc on fait une seule couture, on décolle la peau et puis on la remet, on la recoue. Et comme ça, on voit les hématomes profonds qui pourraient nous échapper en surface parce qu'ils n'ont pas eu le temps d'apparaître avant que la personne ne meure. C'est obligatoire, on le fait. Mais voilà, c'est ça que ça a changé. Il y a eu beaucoup de changements qui sont apparus après ça. Et puis, au fur et à mesure que le temps a passé, on a aussi compris que la famille devait pouvoir faire son deuil. Pour faire un deuil, il est utile de voir le corps. Il faut donc qu'il soit présentable. On a commencé à faire en sorte que le corps soit présentable. Et puis, on a entendu que dans les salles d'autopsie, plutôt les salles de dissection, ce n'est pas les autopsies, c'est la dissection, les étudiants ne se comportaient pas toujours de façon favorable par rapport à un corps. Et moi, j'ai des histoires de l'époque où j'étais étudiant où on sait que des oreilles ont disparu, qu'on avait mis l'oreille dans le sang d'une jeune fille qui faisait le droit pour voir comment elle allait réagir. À l'époque, ça ne causait pas grand souci. Aujourd'hui, faites ça, le gars, il est au tribunal, hein, celui qui a piqué l'oreille. Donc il y a un respect par rapport aux morts qui est devenu de plus en plus important et qui fait qu'en salle de dissection, eh ben, on n'agit plus comme avant. Moi, j'ai vu en salle de dissection des étudiants qui sautaient à la corde avec les intestins d'un cadavre. Un qui s'était découpé la peau du crâne, les oreilles comprises, et qui s'en servait comme d'un casque. C'était une façon pour nous, pour eux, surtout moi je n'ai pas fait ça, mais de prendre de la distance par rapport à ce qu'ils étaient en train de faire, parce que objectivement, on travaille sur un cadavre, quoi. Faut pouvoir. Aujourd'hui, on ne le ferait plus. C'est terminé. Et d'ailleurs, une surveillance en manière telle que ça ne puisse plus arriver. Maintenant, on va quand même rentrer un peu dans le vif du sujet, ce que vous décrivez dans le livre. Aussi, pourquoi vous le faites? Pourquoi vous racontez ces histoires? Vous changez parfois les noms pour respecter évidemment les victimes et les auteurs. Mais pourquoi c'est important de raconter ça, et surtout de la bouche de quelqu'un qui l'a vraiment vécu? C'était pas nécessairement important de le raconter. Au départ, c'était un peu un challenge. C'est-à-dire que j'avais fait une émission de radio pour la RTBF, hein, chez nous, en Belgique, c'est la radio-télévision belge francophone, donc sud du pays. Et j'avais fait une émission, un petit truc, un podcast pour le journal télévisé où je racontais 2-3 histoires médico-légales. Ça a été vu mais des centaines de milliers de fois. Et il y a un éditeur qui me dit, c'est mon éditeur, Kennes, il me dit, écoute, tu ferais bien un bouquin où tu raconterais tes histoires. Et le premier bouquin que j'ai fait, c'est un bouquin dans lequel je raconte toutes les histoires que je raconte aux étudiants et qu'ils voient au cours. Parce que de tout ça, j'ai les DIA, évidemment. Hein, donc je le présente au cours parce que c'est très explicatif pour ceux qui découvrent la médecine légale, c'est très explicatif du travail du légiste. Donc j'ai fait ça un peu par défi parce que j'avais envie de voir ce que ça allait donner, comment ça allait marcher, si je savais écrire ou pas. J'ai jamais écrit de ma vie. Si, des rapports médico-légaux, mais c'est pas écrire. Et j'ai pas de style. J'écris comme je parle. Mais visiblement, les gens aiment bien. Et puis, finalement, je me suis dit, mais c'est peut-être aussi une manière, dans mon pays, de faire connaître la médecine légale en manière telle qu'on nous écoute enfin. C'est-à-dire que le gouvernement entende enfin qu'il y a un déficit de ce côté-là et qu'on puisse tenter de le résoudre. Et ça marche. Ça marche parce qu'effectivement, le gouvernement vient de prendre, je ne dis pas que c'est mon bouquin, j'espère que c'est un élément qui aura servi, vient de se rendre compte que la médecine légale existait et envisage d'en faire quelque chose d'un peu plus statifié, quoi. Les morts ont la parole, ça c'est le premier opus, 2022, 2023 on en a un nouveau, toujours aux éditions Kennes, c'est Entretien avec un cadavre. Alors le premier, vous avez déjà fait des explications de texte sur d'autres médias, on va pas s'y attarder. Par contre sur celui-ci, on démarre avec un crime qui n'en est pas un finalement. On parlait tout à l'heure des suicides maquillés, on y reviendra, mais là on a une tondeuse tueuse en fait. Oui, c'est un truc extraordinaire. C'est arrivé une fois, je crois que je ne reverrai jamais ça dans ma vie. C'est un tracteur tondeuse. Donc c'est un gars qui est en train de tondre sa pelouse. Son terrain est un peu surélevé par rapport au chemin qui longe son terrain. Et ce chemin-là est encaissé, en fait, et de l'autre côté, vous avez un bois. Donc d'un côté, un bois, le chemin encaissé, et puis là, un talus et la pelouse du gars. Et un bonhomme qui prenne son kleps, peinard, gentil, il voit le gars qui tond sa pelouse, il se connaît, il fait signe coucou, salut, ça va? Le gars continue à tondre sa pelouse. Et puis le gars a un problème avec sa tondeuse. C'est-à-dire qu'il arrive sur une pierre, une grosse pierre, et bang, il baigne dedans. La tondeuse se soulève quelque peu et il ne sait plus tondre. Il appelle son dépanneur arrive, embarque la tondeuse et puis il lui dit, écoutez, vous avez une lame qui est cassée, on va vous la réparer. On lui répare sa lame et récupère sa tondeuse. Oui, mais entre-temps, le bonhomme a disparu. Sa femme le cherche. Il n'a plus vu, sa femme le cherche. Et avec nos GSM, on sait nous localiser maintenant, vous savez ça, hein, c'est une catastrophe ce truc-là. Faut jamais brancher ça. Enfin bref, elle le cherche
elle voit où il est, et elle voit que c'est le chemin qu'il pratique d'habitude pour promener son kleps. Donc elle ne s'inquiète pas. Et puis à un moment donné, 10 minutes plus tard, elle va voir où il est, elle trouve qu'il est toujours au même endroit. Là, elle se dit, il y a un problème. Elle part, elle va à sa rencontre, elle le trouve mort, égorgé, c'est-à-dire il a une plaie qui fait tout le cou, hein, et il est couché par terre, il est mort. Police arrive, tout le monde arrive, et pour tout le monde, c'est un meurtre. C'est un meurtre de quelqu'un qui est arrivé sans doute par derrière, a agressé le bonhomme avec un objet coupant en tranchant, et est allé d'un côté à l'autre pour lui trancher la gorge. Mais trancher comme ça, franchement, je n'avais jamais vu. Avec une telle force, une telle précision. Ah, écoute, et surtout, c'est un peu déchiqueté, quoi. C'est pas net. D'habitude, quand tu as un coup de couteau, tu as un truc qui est hyper net, et les bords de la plaie sont bien nets, mais là, pas, ils sont un peu déchirés. Or, c'est bien un tranchant qui est passé par là. Ouais. Donc, je suis embêté, parce que c'est un tranchant qui joue aussi le rôle de contondant. Je me dis, le gars qui a fait ça, il a dû le faire avec une force inouïe, mais avec quel objet a-t-il pu faire ça? Enfin bref, on en est là. Et puis, on retourne sur place parce qu'il nous manquait des éléments. Je papote avec le gars de la tondeuse, j'ai la même que lui. Et j'ai aussi eu un problème un jour en butant contre une pierre. La lame n'était pas cassée pour moi, mais... Et puis il me parle de lame cassée. Et je me dis, oula, lame cassée, lame cassée. Je me couche sur la pelouse et je regarde à hauteur de la pierre et je vois qu'en fait, on a l'angle parfait pour toucher le gars, dont la tête dépassait à peine du terrain quand il marchait dans le sentier. J'ai dit au gars du labo, écoute, on va aller chez le réparateur, là, j'aimerais bien voir la lame de monsieur. Il avait toujours la lame. J'ai vu la lame et j'ai vu le morceau qui lui manquait. C'était un morceau tranchant. Les lames sont aiguisées, en fait, ça, on ignore un peu. Hein. Ouais. Mais les lames sont aiguisées et elles peuvent franchement couper un pied, hein, sans problème. Il ne faut pas mettre le pied à cet endroit-là, mais c'est sans problème. Et donc, conseillé. Ouais, il vaut mieux. Et donc, je me dis, peut-être que je retourne sur place avec les gars du labo. Je dis, écoutez, c'est complètement fou ce que je vous propose, mais on va chercher un morceau de lame de tondeuse. Ça va? Dis non, on va chercher un morceau de lame de tondeuse. Il y en a un qui se couche à ma place et qui donne l'axe. Moi, je me mets dans l'axe qu'il me décrit et je cherche et je trouve. Je retrouve le morceau de lame de tondeuse qui était planté dans un bois qui se trouvait là. Je l'ai retiré et il y avait du sang dessus. On avait l'arme du crime, c'était bêtement un accident. Alors que l'enquête avait démarré et on cherchait déjà dans les téléphones de la femme, du mari. La femme, on a vu les 7 croix, comme on dit, hein, c'est-à-dire qu'elle s'est fait retourner dans tous les sens. Ouais. Si elle avait eu un amant, elle était déjà en prison. Oui, elle était bien lancée. Là. Alors là, c'est un meurtre qui n'en est pas un, mais il y a aussi l'inverse. Et parfois, le crime presque parfait, un suicidé par balle, comme on peut en voir. Exceptionnel, mais vraiment exceptionnel. On m'appelle, c'est toujours la même chose. Philippe dit, j'ai un mort pour toi. C'est d'habitude la phrase. J'y vais, il me dit, écoute, c'est un suicide, hein, à l'arme à feu, c'est clair, mais il a encore l'arme en main, t'imagines? Comment c'est, il a encore l'arme en main? Je me dis, mais comment est-ce qu'il a fait pour garder l'arme en main? J'ai jamais vu ça. D'habitude, quand on se suicide, tu retrouves l'arme à terre ou à quelque distance. Si c'est une arme à feu style, tu sais, arme de chasse, tu la retrouves plus loin, à cause du recul de l'engin. Et avec le recul, justement, si tu tires avec ta main, elle va se projeter. Mais là, elle était au contact. Je me dis, tiens, c'est spécial. Je vais sur place. Les policiers m'accueillent, on ne sait pas pourquoi on vous fait venir, docteur, vous venez pour rien. Enfin voilà, le magistrat veut que vous veniez. Je suis là. Et l'arme était en main gauche, posée à 3 cm pratiquement de leur vis-entrée. Et leur vis-entrée, c'est un vis-entrée à bout touchant. Ça veut dire que quand on tire sur quelqu'un, tu as plusieurs sortes de vis-entrées. À bout touchant, ça veut dire que l'arme est au contact. À bout portant, ça veut dire que ce qui sort du canon de l'arme se dépose sur la peau ou les vêtements de la victime. Et à bout lointain, ça veut dire que tu n'as plus rien. Mais bout lointain, c'est après 15 cm, hein. Ça va vite lointain. Et là, c'est à bout touchant. Donc l'arme est au contact. Et ça, c'est bien. Ça, c'est bien, parce que pour un suicide, tu n'as jamais personne qui met l'arme à 15 cm en disant « j'espère que je vais me toucher hein. ». Il la met au contact, toujours. Si l'arme est plus loin, ce n'est pas un suicide. Donc, c'est bien. Ce qui est bien aussi, c'est que le trou se trouve en partie antérieure. Pas en partie postérieure. Il n'y a jamais personne qui se suicide en mettant l'arme en occipital. Hein. Sauf en Russie. Souvent, c'est 2 balles. Mais... Ouais, non, en Russie, il y a beaucoup de suicides qui n'en sont pas non plus. La Russie, la Chine, on s'en méfie un peu. Et puis, j'avance. Et donc, tout correspond avec un suicide. Sauf que l'arme est toujours à côté de la plaie, ce que moi, je n'avais jamais vu. Or, c'est du 9. Donc, c'est une arme qui est 9 mm de diamètre. C'est une arme qui a du recul. Je ne comprenais pas bien. Mais voilà. Et puis, je vois qu'il est en main gauche. Et j'interroge la famille, l'épouse et la fille qui se trouvaient sur le trottoir. C'est une petite maison. Hein, et je ne garde pas les gens à l'intérieur de la maison, je fais mon brol avec un policier, mais
tout le monde dehors pour avoir la paix. Et je demande gaucher ou droitier? La femme hésite à me répondre, mais la fille me répond tout de suite droitier. Je dis madame, gaucher ou droitier? Oui, je crois qu'il était droitier. Attends, elle vit avec, elle le sait. Oui. Je me dis, toi ma fille, c'est mal barré pour toi. Il la tenait en main gauche et je me dis, ça c'est pas un meurtre, c'est pas un suicide. Parce que tu te suicides avec ta main dominante, tu ne vas pas utiliser la main avec laquelle tu es le moins expert. Et le moins sûr de réussir. Et le moins sûr, tu utilises la main avec laquelle tu es certain. Et donc j'appelle le labo, à ce moment-là, qui n'était pas là. J'appelle le labo, je convertis tout ça en scène de crime. Ça veut dire qu'à partir de là, l'entrée est fermée, etc. On va travailler. Je fais venir aussi l'expert en balistique, c'est pas moi. Je demande au magistrat de faire venir. Tout le monde est là, on commence, on fait les prélèvements de poudre, pas de poudre sur la main, il n'y a pas tiré. Alors à partir de là, on a commencé à tout envisager. Des centres de crime, le laboratoire était là, mais la police judiciaire est arrivée, la police locale était déjà là, le procureur est arrivé, le juge d'instruction est arrivé. C'était un crime, c'est clair. À partir du moment où tu n'as pas les traces de poudre sur la main, c'est fini, c'est terminé. Et je dis, voilà, l'auteur est droitier. Alors pourquoi? Parce qu'il est approché de sa victime en tenant l'arme en main droite pour pouvoir la poser sur la tempe gauche. S'il avait été gaucher, il aurait posé son arme sur la tempe droite. Donc on cherche un auteur qui est droitier. Et vous avez intérêt à courir tant qu'il ne s'est pas lavé les mains. Et comme d'habitude, c'est l'entourage familial. Ouais. Interrogez madame, on a les chances de trouver. Effectivement, c'était l'amant de madame. Et alors quand on a fait vraiment tout l'examen du corps, on s'est rendu compte que la trajectoire correspondait avec une trajectoire dans le fauteuil, mais dans le fauteuil, elle n'était pas à hauteur de la tête, elle était à hauteur du siège, ce qui veut dire que le type n'était pas assis dans le fauteuil, mais debout. Et donc on nous a maquillé la scène en l'asseyant à l'endroit où on pouvait peut-être trouver une trace de passage d'un projectile qui aurait pu nous poser question. Alors, il y a des affaires comme ça, il y en a d'autres, hein. Il y a le pendu qui ne s'était pas pendu. On a aussi des affaires et il y a un passage très intéressant sur l'héroïne, justement, et sur l'histoire de l'héroïne et ses effets néfastes qu'elle peut avoir dans notre société, et parfois des crimes qui, finalement, une fois passés en cour de justice, ne sont pas inculqués à la personne qui est l'auteur. Ouais. L'héroïne, c'est une saloperie, hein, vraiment une saloperie, ne jamais faire, ne jamais toucher, même par curiosité. L'héroïne a été inventée par des médecins d'une société pharmaceutique, on est fin du 19e siècle. L'idée, c'était de trouver une molécule qui soit supérieure à la morphine, qui soit un antidouleur absolu. Ça veut dire que le soldat blessé sur un champ de bataille pouvait continuer à batailler. Ouais. Et c'était faire de ce soldat un héros. D'où le nom. C'est ce qui a donné le nom à la diacétylmorphine, hein, qui est la formule chimique de l'héroïne. L'héroïne qui devait être une fabrique de héros. C'était ça l'idée. Et puis, sitôt qu'on l'a utilisé, on s'est rendu compte que les gens étaient accros tout de suite, qu'ils en devenaient dépendants, et que cette dépendance était quelque chose d'inouï, très difficile à maîtriser. Et donc, on a arrêté. Et pratiquement, elle n'a pas été utilisée sur le champ de bataille parce qu'on s'est rendu compte de ce problème-là. Ceci dit, pendant la Deuxième Guerre mondiale, les Allemands qui ont envahi la France était sous quelque chose qui ressemble à de la méthamphétamine. Ce n'était pas exactement ça, mais aujourd'hui, ce serait ça. De façon à ce qu'ils puissent tenir le coup dans les assauts qui ont duré longtemps pour envahir la France. Et puis après, ils ont une période de repos. Et certains imaginent que c'est la raison pour laquelle Dunkerque n'a pas été prise. En tout cas, pas aussi vite qu'on aurait pensé qu'il aurait pu l'être. Ce qui aurait changé le cours de la guerre. Donc voilà, même là, on retrouve encore des substances, des molécules qui sont utilisées chez les soldats pour en faire de nouveau des héros. Mais l'héroïne a eu ce problème-là, et à partir du moment où quelqu'un est sous héroïne, il ne réfléchit plus comme vous et moi, il ne vit plus de la même manière. Par exemple, il y a eu un pendu dans un immeuble où vivaient des héroïnomanes dans leur appartement, c'est un des leurs. Pour ne pas avoir de problème avec la justice, ils l'ont planqué dans une pièce, mais ils n'ont jamais réfléchi au fait qu'il allait commencer à pourrir. Et c'est jour après jour, l'héroïnomane bien atteint, il pense à sa dose suivante, il ne pense pas au lendemain. Donc il ne se projette plus dans l'avenir. Il est concentré sur la consommation, point. Et donc le gars les emmerdait, et au fur et à mesure qu'il puait, il puait de plus en plus, il putréfiait. Il remettait des couvertures dessus. Oui, mais on était en plein mois d'août. Il l'a mis dans une pièce qui était orientée plein sud avec une double fenêtre bien faite. Il y avait une ou deux mouches dans la pièce, elles ont proliféré d'une façon extraordinaire, et quand on arrive, on est 8 jours plus tard. Tout le monde est dans l'escalier, il n'y a personne qui ose rentrer tellement ça pue. Et personne n'est allé voir le cadavre. Je serais le premier. Mais ils sont certains qu'il y en a à cause de l'odeur. Je rentre, je traverse toutes les pièces, c'est des pièces en enfilade, tu vois, il n'y a pas de couloir, c'est une pièce après l'autre. Et au fur et à mesure que j'avance, j'entends un bruit de plus en plus assourdissant, c'est les mouches. J'ouvre la porte de cette pièce-là, je bouche mon nez parce qu'elles essaient de rentrer partout, surtout tu ne respires pas par la bouche, sinon tu vas en bouffer. Et puis je vais vers la fenêtre, j'ouvre la fenêtre, je reste bien dans l'axe et toutes les mouches sortent. Un véritable essaim, et je les sens aussi qui percutent ma tête, mon corps, quoi, tu vois.
Elles sortent, à ce moment-là, je peux me retourner, il n'y en a plus trop. Je savais que je marchais sur des cadavres de mouches parce que ça crissait, c'est de la chitine, hein, c'est une protéine, et ça crisse sous tes pas. Et puis je vois un monticule de couverture. Je les retire une par une, il y en avait 6. Et au bout, j'arrive sur un squelette. Le gars, en moins de 10 jours, était devenu un squelette. Il avait été entièrement nettoyé par les mouches. Entièrement nettoyé. Ce n'est pas les mouches qui bouffent, c'est les larves. Les larves. Hein, les embryons, les larves qui bouffent tout le corps. C'est un cas complètement exceptionnel. Et l'héroïnomane, c'est ça. Il ne pense pas au lendemain. Et lui, tout ce qu'il voit, c'est le jour même. Ils ne l'ont jamais tué, le bonhomme. Ils ont quand même tous été emmerdés parce qu'il fallait expliquer comment il était mort. Et ils nous disent qu'ils l'ont retrouvé pendu. Effectivement, les éléments que j'ai quand même sur ce qui reste du corps me permettent de dire qu'ils n'ont pas tort. L'héroïne. Et puis des histoires aussi qui ont marqué l'histoire. Pour le coup, on a 2 célébrités dans le livre. On a Albert Ier, tout d'abord, un roi belge, et Jésus, que tout le monde connaît. Albert Ier qui était très connu des Français, parce que pendant la guerre 14, le gouvernement belge, Albert Ier était resté en Belgique, hein, il ne s'était pas enfui, avec tout le monde, s'est installé à côté du Havre, à Cesse. C'est là que la France a carrément donné, temporairement, un territoire qui est devenu la Belgique. C'est fou. Et Albert Ier a encore des places, notamment à Menton, il y a une place Albert Ier. À Paris, ici, vous avez une statue d'Albert Ier qui est le long de la Seine. Ouais. C'est complètement dingue. Donc Albert Ier a été très connu des Français. Et il m'a intéressé parce qu'on a pensé qu'il a pu être assassiné. Il fait de l'escalade tout seul, ce qui est une erreur, ça n'a jamais fait. Il décroche et il tombe. Il tombe, il a des lésions du crâne, il roule jusqu'à un endroit qui est aujourd'hui marqué d'une grande croix. Et puis on le retrouve, malheureusement décédé, trop tard, et son gars qui l'accompagnait et son serviteur l'embarquent dans la voiture et rentrent au Palais Royal de Bruxelles avec le corps dans la bagnole. Oui, mais les magistrats pas là, la police pas là, personne pour faire la constatation. Alors ça, il n'y a pas besoin d'être complotiste pour imaginer que ça va nécessairement donner naissance à toutes sortes d'histoires, toutes sortes de fantasmes. Et là, le fantasme a été jusqu'à dire que c'était la reine elle-même qui avait ordonné son assassinat à Marche-les-Dames. Mais on voit mal comment un tueur aurait pu être là. Mais ce qui était intéressant en médecine légale, c'est de voir si la lésion crânienne qu'il avait, hein, qui est une lésion qui va d'un bout à l'autre du crâne, pouvait être ou non associée à un tir à arme à feu ou à une chute. Et grâce à l'enquête que j'ai faite en retrouvant le dossier répressif, c'est-à-dire le dossier judiciaire de l'affaire, je peux déterminer qu'effectivement, ça pouvait tout à fait correspondre à une chute. Je le raconte dans le bouquin. C'est une histoire sympa hein, sur le roi des Belges qui intéresse les Belges, hein, parce qu'encore aujourd'hui, alors qu'il est mort en 1934, on se pose des questions quant à cette mort. Ça continue à faire couler. Comme les grandes morts, de toute façon, qui sont peu expliquées, comme Napoléon Ier en France. Mais ça, j'adore Napoléon Ier. Dans le 3e livre, peut-être. Ah, peut-être. J'ai le rapport d'autopsie, j'ai aussi les rapports toxicologiques qui ont été faits par un Français, par Pascal Kintz, qui est lui aussi à Strasbourg, qui est une sommité, mais vraiment une sommité mondiale en matière de toxicologie, qui a un avis bien tranché sur la question. J'ai déjà discuté plusieurs fois avec lui, on n'est pas d'accord, mais c'est pas grave. Même sur l'endroit où serait le corps de Napoléon aujourd'hui, nous on pense qu'on dort à côté, il est aux Invalides, et peut-être qu'il serait finalement dans la crypte de l'abbaye Westminster. C'est une idée qui est née dans les années 60 d'un bonhomme qui a publié un bouquin qui s'appelle « Anglais, rendez-nous Napoléon ». Et selon lui, il a été échangé avec le corps des Cipriani, alors quand vous lisez l'expédition de 1840 qui avait été mise sur pied par Louis-Philippe, qui a envoyé son fils, le duc d'Aumale, jusqu'à Sainte-Hélène pour récupérer le corps, vous vous rendez compte que ceux qui étaient là, qui faisaient partie de l'expédition de récupération du corps, étaient pour certains ceux qui étaient là aussi à la mort de Napoléon en 1821, le 5 mai, et donc qu'ils l'ont reconnu. Et un type comme Marchand, comme Ali, disent on le reconnaît, c'est lui. On a peu de doute, quoi. Mais ça alimente toujours. Ah, mais ça alimente, et c'est gai. C'est très amusant, moi j'aime bien. Et la chose que j'aimerais bien, mais bon, je suis belge, on ne m'appellera jamais pour faire ça, mais c'est aller ouvrir le cercueil aux Invalides. Hein. Jusque-là, ça ne marche pas bien. Et pour Jésus, alors? Jésus, c'est un truc génial. Regardez les crucifix dans les églises, il y en a rarement un qui soit vrai. Ils sont tous faux. Faux au sens où, quand on meurt en croix, on n'a pas cette position-là. Alors, les tas de choses sont fausses. Par exemple, les clous dans la paume de main. Il y a un Français qui s'appelle Barbet, qui a fait un chirurgien dans les années 50, a sorti un bouquin qu'on trouve encore, qui s'appelle « La mort de notre Seigneur Jésus-Christ », selon le chirurgien. Un bouquin exceptionnel. Il y a quelques fautes dedans. Hein. Il aurait dû être légiste. Il était chirurgien. On ne peut pas tout faire, mais il y a quelques erreurs, mais elles ne sont pas majeures. Mais lui a eu la possibilité aujourd'hui, je crois que si on faisait ça, on se ferait purement et simplement emmerder par les autorités judiciaires. Il a cloué des morts
en croix en mettant les clous dans la paume de main. Tous sont tombés. D'accord. Ils ne sont pas restés. Et il prouve par là que les clous doivent être plantés dans les poignets. Et c'est d'ailleurs ce que l'on voit sur le linceul de Turin, ce qui est aussi intéressant à savoir. C'est que ce linceul qui daterait, d'après le carbone 14, du XIVe siècle, montre des clous dans les poignets, à une époque où, depuis toujours, on imagine que les clous sont dans la paume des mains. Ils n'étaient pas dans la paume. Premièrement. Deuxièmement, en croix, on meurt de ce qu'on appelle une acidose respiratoire. Une acidose respiratoire. Ça veut dire que, à cause d'un problème respiratoire, essayer de respirer avec les bras en croix, vous allez voir, c'est hyper dur. C'est pratiquement impossible. En fait, le gars qui est en croix, il pousse sur ses pieds, ce qui fait très très mal pour respirer. Puis une fois qu'il a un peu d'air, il relâche. Ça tire sur les mains, ça fait mal. Enfin, il a mal tout le temps. Et au fur et à mesure du temps, il a de moins en moins d'oxygène à disposition, puisqu'il n'arrive plus à respirer, mais le CO2 s'accumule dans son corps, puisqu'il n'arrive plus à l'expirer. Et donc, il passe en acidose. Le CO2, ça donne de l'acide. Hein. Donc, c'est une acidose respiratoire, parce que c'est un défaut de respiration. Votre perche devient acide, et c'est une torture que les nazis ont reprise. Ils n'ont pas mis les gens en croix, mais les pendaient dans les camps de concentration par les poignets à ça du sol. Le type n'arrivait pas à prendre appui sur le sol, et il mourait de la même manière. En fait, vous avez tous connu ça, il suffit de courir. Quand vous courez et que vous arrivez à dépasser votre capacité respiratoire, vous attrapez des crampes. Ça, les crampes, c'est ça. C'est une forme d'acidose respiratoire. Donc le corps entre en crampe. Ça fait une douleur qui est vraiment très importante et c'est effectivement une mort dans des souffrances atroces qui sont liées à cette crampe. Mais ça veut dire que le corps est tout raide et que la tête ne peut pas être penchée sur le côté, elle doit être droite et dans l'axe. Parce que tous vos muscles sont en crampe. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas aller à gauche ou à droite, c'est droit. Et c'est peut-être une des raisons pour lesquelles, sur le linceul de Turin, encore, on voit que les jambes sont pliées et fléchies. Il est en crampe. Ces histoires et bien d'autres, évidemment, dans Entretien avec un cadavre. Il y a aussi Les morts ont la parole, évidemment, aux éditions Kennes. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Peut-être avant de se quitter, un message qui pourrait continuer ce que vous avez écrit, peut-être pour donner envie aux gens de faire votre métier, ou en tout cas de s'y intéresser, et au pouvoir public aussi, de faire attention à votre institution. La seule manière d'avoir le moins possible de meurtres non élucidés ou de crimes qui passent au bleu, c'est de faire appel à la médecine légale. Il ne faut jamais hésiter de le faire. Et pour tout le monde, profitez bien de la vie. Merci.